Qui est assez triste évidemment, puisque c'est un livre que j'ai en coma. Enfin, il y en a de plus longs, enfin disons que c'était pas 6 semaines, c'était assez long. Et on était à Paris, et moi j'allais la voir, avec elle. Et puis, c'était très bizarre, parce que elle était dans le coma, et en même temps je lui parlais. Et je lui racontais, et en fait je lui racontais sa vie. Je lui racontais ses souvenirs, c'est-à-dire les souvenirs qu'elle m'avait racontés. Ah merci. Et c'était bizarre, et à l'époque je n'avais pas encore écrit. Et je sais qu'à l'époque je m'étais dit aussi, enfin j'avais commencé les lauriers aussi, j'avais commencé à travailler sur le premier livre, mais ce que je voulais faire c'est écrire ce que je vivais là, parce que c'était comme dans un monde irréel, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui était ma mère, qui était dans un hôpital, qu'on essayait de sauver parce qu'elle était jeune, encore jeune, elle avait un très bon cœur, mais qui avait le cerveau noyé, elle était complètement noyée. Et il y avait une espèce de ce qu'on appelle l'acharnement médical pour essayer de la réveiller. Et moi, tout ce que je voulais, c'est qu'on ne la réveille pas. Je trouvais ça abominable de la réveiller, et la réveiller de quoi? De rien. Et donc, ce livre est le récit à la fois très médical, médical, oui, au jour le jour, de ce qui se passe à l'hôpital, entre moi, les docteurs, elle. Donc, c'est une chose qui est très pénible, qui est très clinique, qui est cette femme à qui on met des tubes dans tous les sens, et qui visiblement ne veut pas revenir, elle ne veut pas, mais à laquelle je parle, parce que je veux la rassurer. Et puis, en même temps, je lui ai prêté des souvenirs dans ce livre. J'ai raconté à sa place, si elle avait pu écrire, elle aurait peut-être écrit ça. Et alors, c'est un livre où je parle, quelquefois elle parle, quelquefois je parle. Là, je voudrais simplement vous lire le passage qui est pour moi un passage assez terrible, parce que je m'en suis rendu compte après coup, je vais vous en parler. C'est quand on est allé rechercher mon père à sa sortie de prison. Et, parce qu'on attendait tous les ans, on disait tous les ans, il va être là à Noël, alors nous les gosses, on disait, il va être là pour attendre papa, tout ça. Alors finalement non, parce qu'on ne pouvait pas sortir, il n'y avait pas la grâce n'était pas donnée, en fait, c'était un peu compliqué. Et puis finalement, un jour, on nous a annoncé qu'il sortait, on n'y croyait pas, parce que c'était comme, ah bon? Bon, c'était un été, et on était en vacances à la mer, je me souviens très bien, il y a eu un télégramme qui est arrivé, qui a dit, voilà, libéré, venez me chercher tel jour. Alors toute la famille est allée me chercher dans la 15 chevaux Citroën du grand-père, on était 6 là-dedans, et on était 7 au retour, c'était assez rigolo. On était 6 au retour et 5 à l'aller. Et voilà, il y a ce passage-là qui est le moment où mon père sort de prison. Alors, c'était pas une prison comme à Fresnes. Là, pendant les 2 dernières années de sa captivité, il était en Lorraine, dans ce qu'on appelait une maison de redressement, où on éduquait en fait les jeunes prisonniers. Alors lui, il était instructeur là-dedans, il leur apprenait la chimie, la physique. Enfin, il était prof de chimie, physique, maths pendant les 2 ans, et il aimait beaucoup ça. Donc c'était fascinant ces derniers traits, sculptant son propre masque, je le sais. Ce ne sont point tant les événements eux-mêmes que je veux y voir, que les blessures qu'ils y ont creusées. Ce que je lis sur ce visage, c'est l'attente que ces 10 années y ont répercuté, et le choc d'un retour, qui pour avoir été annoncé tant de fois, ne semblait plus faire partie des réalités à envisager. Un jour pourtant, à l'entrée du printemps, retentit un « il est libre », joyeux signal qui sonnait clair et dont l'écho emplit les branches prêtes à éclore. Quand un rêve devenu vieux se change en brutale réalité, on a du mal à l'intégrer dans la vie quotidienne. On pensait vivre dans le tourment de l'attente, et l'on s'aperçoit que c'est l'attente qui faisait vivre. Comme l'obscurité enveloppe et apprivoise celui qui en est prisonnier. Ouvrez-lui la porte du jour et il tombe aveuglé. Celle qui vivait depuis 10 ans dans une séparation douloureuse, fière d'un amour intact, cuirassée d'une fidélité ombrageuse, comment va-t-elle subir le choc des retrouvailles en pleine lumière devant la porte? Qui verra-t-elle en face d'elle? Quand, après 10 ans, 2 solitudes se retrouvent, qu'ont-elles à se dire? Il faut la voir ce matin-là. Un sec matin de Lorraine, bravant, pâle et raide dans son manteau noir, ce printemps d'Est si coupant qu'il ressemble encore à l'hiver. Il faut la voir marcher sûre et droite, tremblant à peine, en direction des barbelés qui entourent ce vaste camp où il vient de passer ses 2 dernières années de prisonnier. Elle va le vivre,
son rendez-vous d'amour. Elle va le retrouver, son captif. Suis-je bien coiffée, pense-t-elle? Suis-je encore belle? Vais-je lui plaire ce soir? Il faut la voir, le regard dur, figé devant l'immense portail sous le soleil blanc d'avril, ignorant les deux gardes qui l'observent. Il faut la voir nouer son foulard hautaine, sortir de son sac sans poudrier, l'ouvrir dans un éclipse, s'y examiner sans douceur, il coudrait son nez rougi sous le vent froid. J'avais 40 ans, pense-t-elle. Je promenais mon corps doux et ferme d'épouse et de mère. Tu aimais me retrouver avec mon amour immuable autour de tes croisades. Aujourd'hui, je camoufle mes cernes et mes cheveux blancs. Reconnaîtras-tu mon corps ou mon regard seulement? Ne nous ferons-nous pas peur, déshabitués que nous sommes de marcher, de vibrer et de dormir ensemble? Lequel de nous deux regardera l'autre sans frémir, sans pleurer dans sa gorge et hurler jusqu'au fond du cœur son désarroi? Lequel tombera le premier? La porte s'est ouverte. Elle l'a vu arriver de loin, serrée dans sa vieille canadienne de cuir marron, balançant au bout d'un bras une petite valise de toile, sous l'autre tenant son chat blanc. Il marche lentement d'un pas saccadé, mesurant les derniers mètres qui le séparent de la frontière du monde des autres retrouvés, et semble tanguer sur le sol pelé, comme les marins foulent hésitant la terre ferme après de longues traversées. La cigarette au coin de son sourire tremble un peu. Il approche. C'est ainsi qu'il marche. Il n'a pas changé, se dit-elle, les lèvres crispées dans un vague sourire incontrôlable, les poings serrés au fond des poches trop petites. C'est aujourd'hui qu'il revient dans ma vie, droit, fier et presque serein. Lui, comme si rien n'avait pesé sur ses épaules, et voici qu'une femme, moi, va se jeter dans les bras d'un homme, toi, depuis si longtemps, rien, ni chaleur, ni ta peau, ni étreinte, depuis si longtemps, mon amour, le viseur. Nous ne saurons jamais si, en voyant à 1 mètre le visage de l'homme vaciller à travers ses larmes, elle a pensé enfin, oui, c'est fini. Je vais pas préparer. Je ne souvenais pas de ça. Bon, ben voilà, quoi. Moi, je pense que la réponse c'est que c'était fini, mais en fait, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, c'est un homme qui est revenu dans notre vie, et puis, enfin, alors je vais vous raconter, pour égayer un peu la situation, je vais vous raconter ce que Juliette m'avait dit quand même, parce que, donc Juliette, quand j'ai écrit Les Lauriers, je lui avais montré le manuscrit, je lui ai dédié Les Lauriers, et j'avais voulu qu'elle lise le manuscrit, parce que je voulais qu'elle me dise s'il y avait des choses, des remarques à me faire, et elle l'avait lu. Les choses qu'elle m'avait dites étaient assez drôles. Elle m'a dit, écoute, tu te trompais ce jour-là, je n'avais pas une robe à fleurs, c'est pas vrai. J'avais ma blouse, mon tablier, tout ça. Puis ta mère, bon, ta mère, tu sais, tu te trompes, elle était... Enfin, bref, elle a commencé à me donner des détails, je lui expliquais, je lui ai dit, mais écoute, ça n'a aucune importance, de toute façon, c'est une histoire, c'est un livre maintenant, c'est fini. Bon, très bien. Enfin, elle était tout à fait, elle trouvait ça bien. Et puis, le livre a été publié, il a très bien marché, c'était même un best-seller en France pendant plusieurs mois, j'ai eu un prix avec, bon, enfin tout allait bien, et Juliette demandait des nouvelles, c'est-à-dire qu'elle demandait, alors comment ça va, alors moi je lui disais, ben voilà, j'en ai vendu 10 000, j'en ai vendu 15 000, 20 000, alors, je disais, ben, pour elle c'était, bon, moi j'étais contente parce que je gagnais ma vie pendant ce temps-là, bon, elle, ça lui semblait pas, bon, elle me dit, alors, et un jour je suis allée la voir, elle me dit, mais alors quoi, qu'est-ce que, elle m'a vu à la télé, les articles et tout ça, elle était ravie, et elle m'a dit, mais alors vraiment tu gagnes ta vie avec ça? Pour le moment, oui, je suis vraiment, tu vois, elle me dit, on peut gagner sa vie avec des livres. Ouais. Et je lui dis, bon, à l'époque, je ne sais plus ce que c'était, je lui ai dit, ben voilà, j'ai quand même, je peux vivre 3 ans avec ce que j'ai gagné là. Et elle me dit, dis donc, on peut dire que les conneries de ton père auront servi à quelque chose. Voilà, c'était Juliette, hein, c'était absolument craché. Et alors, bon, elle était très contente. Pour elle, c'était ça. Tout n'est pas perdu. Enfin, je regarde à travers parce que je ne sais pas ce que je vous raconte là. Ça va? Oui. Ah, qu'est-ce que je peux vous raconter? Je n'avais pas préparé tout ça. Ah, pardon? Ah oui, je vais lire un peu de Juliette. Voilà, c'est ça. On va lire du Juliette. Alors, il faut que je cherche parce que comme j'ai pas... Parce qu'il y a des choses... Je vais voir quand elle arrive quand même.
Oui, alors, oui. C'est parce que dans ce livre sur Juliette, c'est le livre que j'ai le plus aimé écrire. Parce que bon, au début, je ne me rendais pas compte. Quand j'ai écrit Les Lauriers, j'étais complètement inconsciente de ce qui m'arrivait. Et d'ailleurs, c'est dommage que j'ai plus cette inconscience-là, parce que c'est très bien. Un Paul, hein, c'est pas comment ça. Oh là là, écrire un premier livre, on ne peut pas savoir ce que c'est bien, parce que le deuxième, ça devient l'enfer, et c'est de pire en pire. Bon, en tout cas, sauf Juliette. Juliette, c'était formidable, parce que c'était joyeux, et c'est à la fois un livre où il y a ma voix, où je raconte des choses sur elle, et où il y a sa voix à elle, parce qu'elle avait une façon et quand je dis sa voix, c'est je veux restituer, évidemment, je n'ai pas fait le magnétophone, c'est impossible avec elle, parce que quand je venais avec un magnétophone, elle me disait « Oh, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire, tu m'embêtes, cette histoire, tu l'as déjà racontée dans un livre, dans 2 livres, tu n'as pas besoin d'en... » Voilà, ça l'agaçait. Et c'était génial, alors j'allais la voir, moi j'habitais à Grenoble, enfin au-dessus de Grenoble, dans le Vercors, à ce moment-là, elle habitait à côté de Mâcon, au bord de la Saône. Elle était de là. Et donc c'était pas très long, c'était à 2 heures. J'allais la voir, je m'installais, puis on discutait, et puis bon, alors pas de magnétophone, et c'était toujours au milieu du dîner, quand elle faisait la vaisselle avec sa sœur Hortense, qu'elle avait des idées, qui lui revenaient des trucs. Ou encore mieux, le lendemain au téléphone. Donc alors là, elle m'appelait, elle me disait, dis donc, tu sais, je me suis rappelé d'un truc, et c'était formidable, parce qu'en 3 minutes, elle me disait des choses qu'elle n'avait jamais racontées, qui étaient justement les choses qu'il me fallait. Bon. Mais, donc il y avait sa voix et la mienne. Enfin, j'essaie de chercher quelque chose. Parce que sur l'enfance de Juliette, c'était aussi extraordinaire. Alors, attendez. Où est-ce qu'elle parle de ça? Donc Juliette était née aussi en 1905. Hein. Voilà. Alors je vous raconte un passage sur les parents de Juliette, qui s'appelaient Françoise et Charles Benoît. Alors, Françoise Perrault et Charles Benoît Perrin. C'est des noms bien français. François Perrault et Charles Benoît Perrin se sont mariés au tournant du siècle. Il n'existe pas de photo de mariage, mais je peux l'imaginer, le couple de jeunes mariés qui n'eut pas de quoi se payer le photographe. Lui, un grand garçon aux cheveux blonds en broussailles, à l'œil transparent, de superbes moustaches barrant un visage auquel elle confère une énergie dont le bon Charles ne débordait pas. Elle, petite, assez dodue dans sa robe de satinette noire, parce qu'à cette époque, on se mariait en noir. Ça m'a beaucoup étonnée quand je m'a dit ça, mais c'est vrai, car les mariés étaient en noir. Autour de son visage rond, aux pommettes saillantes, pas une mèche ne dépasse. Les cheveux maigres sont tirés en un petit chignon au sommet du crâne. Ce jour-là, elle a posé sur son front une coiffe en organdie blanc, repassée soigneusement par Jeanne-Marie, c'est la grande. Bon, mais en fait, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Attendez. Comment se sont-ils rencontrés? Juliette ne sait pas. Au village, certainement par hasard. Lui était de par ici, de Cormoranche-sur-Saône, à la lisière de la Bresse, dadada. Attendez, non, c'est autre chose que je veux vous dire, c'est pas ça. Ça, vous lirez vous-même. Non, ça, c'est bien, mais c'est pas ça. Ah. Parce que je suis très intelligente, j'ai apporté aucun de mes livres avec moi, je pensais qu'ils sont là, ils seraient là, quoi. Et ils n'étaient pas... Bon, alors, ça par exemple. Quand Juliette est en âge d'aller à l'école, la guerre est presque là. Il s'agit de la guerre de 14, bien sûr. La famille est installée dans la maison rose que je connais. De nombreux aménagements ont été faits au fil des ans par les 2 sœurs, mais à l'époque, la maison a 2 pièces, une étable et un grenier. La cuisine est vaste, on y entre de plein pied par une porte dont le haut est vitré, et quand on s'habitue à l'obscurité relative de la pièce au plafond bas, on aperçoit au fond le grand lit des parents, l'armoire et l'horloge à côté du buffet. L'éternelle horloge qui sonne 2 fois les heures et les demi, qui fait un bruit d'enfer et ne s'est jamais arrêté. Dans l'unique chambre dorment les filles. Il y en a 4, elles sont 4. Depuis 1908, elles sont 4. Une petite Germaine, jolie comme tout, blonde aux yeux d'un bleu du ciel de la Tête-Dieu, est venue clôturer la famille. Elle est née dans la cuisine de la Maison Rose, et il est bien possible que Françoise, en lâchant sa 4e fille, malgré le sourire engageant de la sage-femme, les encouragements des voisines et les efforts de Charles pour faire bonne figure, en s'écriant « Une fille, une jolie petite fille !» comme si c'était la première, il est probable que derrière sa moue butée, elle se soit dit Françoise, ça suffit comme ça les filles. Parce que vous savez, avoir des filles à cette époque-là, c'était pas rigolo. Chez les paysans, les filles, c'était pas des bras... Bon, cela dit, on leur faisait faire le boulot quand même, hein, faut pas croire. Alors, dans la chambre, les 4 filles dorment dans 2 grands lits, bien à l'abri sous les draps de rouge. Les matins d'hiver sont frileux.
On s'habille en vitesse, à peine allume-t-on la bougie, il faut économiser. Une chemise qui gratte, une deuxième chemise, une culotte, un poème de culotte rapiécé, ma pauvre, tu n'imagines pas, un jupon de coton, un deuxième jupon en fil vert, la robe à manches, qu'en robe il y a, le tablier de satinette noire. On noue la ceinture du tablier, on se coiffe, si on peut dire. On rabat plutôt les cheveux fous de la nuit. Crois-tu qu'on refait la tresse tous les matins? Ah, ces cheveux, quel cauchemar! Ils étaient très longs, on ne les coupait jamais, on les lavait rarement. Quand elle y pensait, la mère nous tombait dessus le dimanche. Les démêlés étaient un martyr, le plus souvent, on n'y faisait rien. Une nappe dans le dos, et vas-y. La mère disait, le pétrole, ça fait courir les poux. Alors quand la tête nous démangeait trop, on avait droit au pétrole. La toilette, mais on ne se lavait pas. À peine le bout du nez, les mains. Le reste, ma pauvre, le reste, on n'en parlait pas. Il n'y a que les putains qui se lavent le cul, disait ma mère. Textuellement, ça c'était une autre des choses. Voilà, c'est ça. On se le tenait pour dit. Il faut croire que ça ne nous a pas trop gênés. Ou alors ça tenait chaud. Ça fait toujours gêné plus tard. La coquetterie nous prendrait plus tard, quand on commencerait à regarder sa figure dans les mares ou à se demander pourquoi les garçons ricanaient à la sortie de la messe. On s'est mis à se pomponner pour aller danser le dimanche, à la botte, toujours en cachette, un peu de poudre de riz, la rareté, ou du bleu de corbeau pour les yeux. Sinon, Françoise aurait hurlé, nous traitant de gourgandines ou de filles de l'air. Dans la cuisine, la mère fait du feu. On enfile nos bas de laine, nos chaussons rabaudés, et on se dit bonjour quand elle est bien lunée, car certains matins, ça chauffe. On ne s'embrasse pas, on ne s'embrasse jamais. Si l'on y pense, on se débarbouille tout de même le museau au-dessus de la cuvette. Et puis on avale son déjeuner, un morceau de pain, du lait quand on n'a pas tout vendu, mais on le laisse plutôt à la petite ou un bol de soupe. Le café, c'est les dimanches. Du café au lait servi dans une soupière, la mère le distribue à la douche, chacun y trempe son pain. Le béret bien enfoncé sur le front, la pèlerine, les sabots devant la porte, le sac de toile en guise de cartable et en route. 1,5 km jusqu'à Cormoranche, 4 fois par jour. Soit 6 km, ce n'est pas terrible. Par tous les temps, on retrouve les autres enfants du hameau, sabots, pèlerines, bérets,